par des sentiers, des ponceaux, des belles d'air. Alors me voici au bord de la rivière, au bord du fleuve, à l'île Saint-Bernard. Et je viens de faire une promenade extraordinaire. Extraordinaire grâce aux gens qui m'ont accompagné, qui m'ont montré tout ce qu'il y avait de beau, qui ont attiré mon attention, qui étaient eux-mêmes heureux de montrer ce qui est un petit peu leur création. C'est la nature qu'ils ont laissé faire, mais grâce à eux, la nature est belle ici, magnifique. Et puis Saint-Bernard, pour moi, c'est un mot qui est très porteur, parce qu'il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai participé à un événement dans l'église Saint-Bernard, ce n'est pas l'île Saint-Bernard, mais l'église Saint-Bernard à Paris. Il y avait là un squat, il y avait là des gens qui faisaient la grève de la faim, et pendant 8 jours, on a font résister aux forces de l'ordre. Si bien que pour moi, Saint-Bernard, c'est un lieu où les hommes existent, où les hommes respectent les autres hommes. Et ici, c'est un lieu où les hommes savent montrer du respect pour la nature. Pas pour la nature en elle-même, mais pour la nature en tant qu'elle est le lieu où nos descendants vivront. Et c'est par respect pour les hommes qui viendront qu'il nous faut respecter la nature et s'arranger pour qu'elle reste belle. Merci à tous ceux qui y contribuent. Dans la partie privée ici, le moulin est oui, mais là, nous on est stationné ici. Le moulin est 1686. Oh, Moulin à le vent. moulin à vent, là. Ouais. Un des plus vieux en Amérique du Nord. Oui, la structure est bonne, il n'y a plus de salle. Contre les prédateurs. Donc, on touche pas. Il y a un équilibre qui se crée. Oui. Et on intervient le moins possible. Alors, c'est vrai, on était... On a été carotté, comme ça on a été capable de déterminer l'âge de... On les fait pas mal, Non, c'est ce qu'on pensait au début, mais le biologiste nous a assuré que c'était... il va jusqu'au tout à cœur. fait. Il va jusqu'au cœur, il sort une carotte, puis après ça, il compte les anneaux, tout simplement. Tout simplement. 208. Alors ça, c'est le doyen des chênes bicolores connus du Québec. Il y en a peut-être des plus vieux, mais c'est un arbre qui est sur la liste des espèces rares du Québec, parce que c'est un chêne dont la distribution est limitée à la région sud. Il fait des petits? Pardon? Il a des petits? Il a des... Oui, il y a plusieurs chênes autour. Ici, sur l'île, il y a de la relève. Il y a de la relève, il y a des jeunes chênes qui en perte de santé. Qui sont les descendants de celui-là? Qui sont, ben écoutez, peut-être parce qu'il y a beaucoup de, les écureuils, tout ça, qui vont ramasser des glands, qui vont les cacher avant de les manger, qui vont les oublier. Et puis, c'est ça. On a, en fait, les deux plus vieux chênes bicolores du Québec connus sont sur l'île ici, justement parce que l'île de tout temps a été protégée. Évidemment, c'est un spécimen qui aurait fait de la belle planche. Il faut dire que il y a plus de 200 ans, les chênes de l'île ont été vendus, ont été coupés et été vendus. Donc, ce chêne-là a poussé après les coupes. Juste après. Ouais. Donc, 208, ça fait la Révolution. Ouais. Ouais. Boboule, apporte la télécommande. Tu veux changer de poste? Mais non, mais tu vois bien que la télé marche pour rien. Vas-y, bouge, apporte la télécommande. Mieux consommer, c'est éteindre les lumières et les appareils dès qu'on ne les utilise plus. Vas-y, Boboule, pèse sur le bouton, là. Oui, vas-y. Passe ces journées. Oh, c'est pas grave, on t'aime quand même, mon pitou. Non, Boboule, non, coco, je panier, Boboule. Non. Pour d'autres trucs et conseils, consultez notre site. Loutres qui capturent les cartes dans la rivière. D'ailleurs, qui viennent d'Europe, qui ont été importées.
Ah oui, il mange bien, ça leur fait un gros repas. Il capture, c'est un poisson qui capture facilement parce que c'est lent. c'est gros et c'est lent. La loutre capture ça aisément, les amène sur la berge et se nourrit là, jusqu'aux os. Et, on parlait tantôt des rats musqués. Là, on voit ici une hutte. Là. Juste là, le petit monticule de terre. Ça, c'est une petite. Il y en a des beaucoup plus grosses des fois. Là. Mais c'est la hutte du rat musqué. À l'intérieur de nos marais, ici, on en retrouve pas près de 1000 huttes à rat musqué comme ça. Avec 6 à 7 rats musqués là, par hutte, ça fait plusieurs milliers de rats musqués. Mais l'eau est stagnante ou elle se renouvelle un peu? Non, l'eau est pas mal stagnante, effectivement. Là, elle se renouvelle par la pluie ou nous, à une certaine période de l'année, on laisse sortir Mais le l'eau. Saint-Laurent n'entre pas. Le Saint-Laurent entre au printemps. Il est entré il y a quelques semaines, mais là, le niveau du Saint-Laurent est à cette hauteur-là, a baissé beaucoup. Lui est en phase avec le Saint-Laurent. Ce niveau d'eau-là, ici, est à peu près 50 cm plus haut. On le maintient ce côté-là plus haut. Oui, c'est pourquoi il y a une digue. Effectivement, c'est ça. Il y a entre les deux digues ici, une digue plus loin, on laisse le niveau d'eau plus haut. Voilà le niveau du Saint-Laurent. Ça, c'est au niveau du Saint-Laurent. C'est en phase avec le Saint-Laurent. Donc c'est réalimenté par le Saint-Laurent. Oui, c'est directement en lien avec le Saint-Laurent. C'était au ministère de l'Environnement de Michigan, méchante amende pour GDQ. Ici, c'est celle qui est sur Guy. Donc, c'est un mélange. Des éléments. Oui, l'Outaouais, c'est celle qui vient du lac Saint-Louis ici. Elle rentre par là. Puis celle qui vient des États-Unis pour la rivière Châteauguay rentre par ici. Donc, on a un mélange des deux eaux ici. Là. Pour pas faire bouger l'eau. Et puis souvent, il va aller empaler sa proie dans un mouvement, là, un éclair. Là. Son cou se déploie comme un éclair. Puis on le voit manger des poissons qui sont assez gros des fois. Il va s'en aller avec son poisson là, de l'autre côté pour pas être dérangé, puis il va le manger. Fait que c'est très impressionnant à voir. C'est un oiseau extrêmement patient. Extrêmement. Il peut rester une demi-heure sans bouger dans l'attente d'une proie, d'une petite rainette, d'une grenouille qui va passer, d'un poisson, sans bouger, à l'affût. Puis, comme Luc disait, quand il voit sa proie, dans la vitesse de l'éclair, il va la... Moi, j'ai eu l'impression, une fois ou deux, c'était dans le Jura, il y avait un petit ruisseau, il y avait un héron. Je me suis approché, il n'est pas parti. Il a bien dû m'entendre. Il est resté, il avait mieux à faire que de me regarder. Il regardait il devait être à l'affût. Et, comme j'ai rien fait de menaçant, il n'est pas parti. Alors que ça doit être plutôt peureux, un héron. De façon générale, oui, mais il y a toujours quelques spécimens, là, quelques individus qui sont moins peureux. De façon générale, quand on se promène dans l'île, les hérons s'envolent à plusieurs centaines de pieds. Mais ça peut arriver qu'on le héron, on le voit à quelques pieds. Là, j'imagine que c'est comme nous un petit peu. Il y en a des individus qui sont moins farouches que d'autres. Mais ici, ils doivent devenir moins farouches, puisqu'ils savent qu'ils se... oui, mais ils demeurent quand même assez farouches, les hérons ici. Là, mais, ils viennent ici, mais ils fréquentent d'autres milieux aussi, hein, quand ils sont en bordure de la rivière, sur le bord des routes. On ressemble trop à des hommes. Oui, c'est ça. Ils sont prêts à s'en méfier. Ouais. On parlait des rats musqués tantôt. Exceptionnellement, il peut arriver qu'un grand héron mange un rat musqué. J'ai vu une photo récemment de ça. C'est très exceptionnel. Un petit morceau, alors. C'est un petit rat un musqué. petit morceau, mais il va le saisir par le cou. J'ai vu une photo il y a un mois. On voyait dans la gueule, sortir de la gueule, le rat musqué. La gueule du... Le rat musqué est la proie de beaucoup d'animaux. Hein. Ouais. Il est abondant, Ah oui, plusieurs milliers d'individus. C'est un mammifère qui a été beaucoup chassé pour la fourrure. Ouais. Des manteaux en rat musqué. Mais on les trouve aussi dans le nord, au Groenland, on trouve des... Ah, je pense bien que oui, les rats musqués. Probablement. Là. Je pense que c'est une distribution assez grande. Hein. Et on parlait de rats musqués quand j'étais en Grensalik, vous voyez, en face, sur le Groenland, sur la côte est, face à l'Islande. Okay. Et là, c'est vraiment tout à fait un pays de glace, mais il y a des rats musqués. C'est super, hein? Paraît-il.
J'en ai pas vu. J'en ai pas vu. Pour aller se reproduire. Puis maintenant que le niveau de la rivière a commencé à baisser, on a mis la planche pour fermer. Là, on a des petits problèmes à régler, mais le niveau d'eau est quand même maintenu une cinquantaine de centimètres plus haut à l'intérieur. C'est pas un habitat là, pour le... Il y a 50 cm de niveau. Ben là, pour l'instant, à peu près ça, oui, parce que le bas de la planche est 50 cm plus bas que l'eau. Alors les poissons se trouvent piégés. Oui, on peut dire piégé, mais c'est tout à leur avantage. Ah oui, Oui, oui. ils sont bien là. Ils sont bien là, ils retrouvent un habitat excellent pour les jeunes poissons pour grandir. Puis ils vont très bientôt, là, dans quelques mois, on en voit beaucoup de poissons. C'est pas facile à dire. Je suis dépendante. On en fait presque à chaque jour. Je suis complètement accro Moi aussi. à la musique. 3 jours pas de cinéma, je suis en manque. Je peux plus me passer de mes chums. Il me faut ma dose de sport à chaque semaine. Comédie, Du horaire, rock, du techno, romantique. Ça me fait vraiment du bien. Parlons-en. Y a pas de honte à triper sans alcool, sans drogue, sans jeu. Je peux-tu savoir pourquoi j'ai ça d'en face? Bon, merci. Notre planète est unique et notre espèce l'est également. Nous sommes la seule espèce sur la Terre qui néglige le milieu dans lequel elle évolue. Nous avons graduellement oublié la nécessité du respect. Voilà pourquoi la Fondation québécoise en environnement s'est donnée comme mission de changer les comportements à l'égard de notre milieu grâce à l'information et l'éducation. Nous sommes sur la voie du changement. Eh bien, devenez membre, s'il vous plaît, de la Fondation québécoise en composant le 1-800-361-2503. Durant la période de nidification, la sauvagine, les canards, tout ça, il n'y a pas d'accès sauf pour le personnel ou les biologistes, mais la population ne peut pas venir durant la période de nidification pour ne pas déranger les oiseaux. De l'eau, tu fais du sapin, là. Tu prends la gomme du sapin, tu lances ça dans l'eau, ça va faire pareil comme si on mettait de l'essence. Réaction chimique. L'hiver, ça soit inondé, qu'on ne puisse pas aller dans l'érablière, tu peux accéder à Ouais. l'érablière. Il y a une érablière carrière ici sur l'île qui est très typique. C'est un érablière typique du sud-ouest du Québec. Et malheureusement, c'est inondé, puis on peut pas s'y rendre. Il y a plusieurs plantes rares, entre autres, des plantes printanières aussi qui se trouvent là, mais inondé, alors on peut pas vous montrer ça. La prochaine fois, M. Jacquard. Même la prochaine fois, on ira en bateau sur la rivière Châteauguay, c'est magnifique. De voir l'île, là, à partir de l'eau, de voir l'île, c'est magnifique. Regardez les beaux canards. Est-ce que ça se sait parmi les animaux qu'il y a un endroit agréable? Parce qu'on a l'impression que les animaux, les oiseaux migrateurs par exemple, Ben, je vous se le dirais... disent, se donnent les bonnes adresses. Je sais pas. Est-ce que C'est une bonne question, votre hein? île est une bonne adresse pour les Il faudrait vérifier dans les bottins. potins? Non, mais Les joueurs finalement, peu à peu, s'apercevoir qu'on est bien là. ben, je vous dirais que ce qu'on s'aperçoit, c'est que la biodiversité augmente. Il y a plus d'animaux dans l'île qu'il y en avait. Puis il y a plus d'espèces. C'est donc que la réputation s'est faite. Ça veut dire que c'est une île qui est en santé et qui est très riche. Parce que comme les rats musqués en grand nombre amènent plus de visons qui sont prédateurs. Et le prédateur du vison, c'est quoi, Dominique, le prédateur du vison? Il y a le pékin Le pécan qui vient d'arriver dans l'île. qui a été observé pour la première fois. Ben, on a observé des traces du pécan sur l'île de Saint-Hilaire. C'est un pécan, c'est un mammifère c'est dans la famille des martres, je crois. D'une bonne taille, de peut-être une soixantaine de centimètres, assez agressif. Un féroce prédateur, là, très agile, qu'on peut voir autant dans les arbres que sur terre. Là, puis qui s'attaque souvent aux rats musqués en hiver. Là, les huttes, peut détruire les huttes de rats musqués pour les trouver. Puis le vison aussi, là, peut attaquer le vison. C'est un féroce. Il n'y a probablement pas beaucoup de prédateurs à cet animal-là, ici. Là. Et je vous pourrais dirais vous montrer, que non, j'ai pas de c'est ça, photo. la biodiversité, ça augmente. Il y a de plus en plus d'animaux.
Et puis, comme l'année passée, il y avait ça se comptait par millions, les grenouilles, c'était incroyable. Et c'est un signe de santé. Les grenouilles, les salamandres, c'est un signe de santé. Ils sont très fragiles à la pollution. Il y en avait, là. Alors, s'il y a beaucoup de grenouilles, bien, il y a beaucoup de couleuvres et ainsi de suite. Et il y a beaucoup plus d'oiseaux et beaucoup plus de hérons. Et c'est une chaîne, hein, ça va ensemble. Alors, dans cette chaîne, quelle est l'origine? Quel est le point de départ, hein? Les grenouilles mangent ceci, qui mangent cela, etc. Mais quand on remonte, l'origine de tout sont des végétaux. Probablement. Oui. Oh, parce qu'au fond, au début de la vie, il y a eu des végétaux. On était forcément dans l'eau au départ. Oui. On n'aurait pas pu survivre avec les rayons ultraviolets. Pour rester à la conférence? Donc le début de la vie, c'est aquatique. Puis peu à peu, on est devenu des poissons, puis peu à peu, on est sorti de l'eau. J'aime bien raconter cette histoire-là. Oh, ben, on aime bien vous entendre, M. Jacquard. Et ce que j'essaie de dire, c'est une idée qui est rarement défendue, et pourtant elle est importante. C'est quand je remonte ma généalogie, je trouve il y a 3 milliards d'années, je trouve des animaux unicellulaires, des bactéries, des machins comme ça. Et puis à partir de quel moment, il y a eu un événement qui a tout bouleversé. Et pour moi, l'événement fondamental dans l'histoire de la vie sur Terre, c'est l'invention de la procréation. De s'y mettre à deux pour en faire un troisième. Parce qu'à ce moment-là, on s'est mis à partager. Chacun des deux géniteurs s'est coupé en deux pour envoyer la moitié de ce qu'il avait reçu. Et comment il s'est coupé en deux en tirant au sort. Et par conséquent, alors qu'avant, c'était la reproduction qui fait du nombre et pas du neuf, il y a eu tout d'un coup, et très rapidement, la procréation qui a fait du neuf à tous les coups. Puisque chaque fois qu'on s'y met à deux, on fait un petit qui n'a la copie d'aucun des deux premiers. Et finalement, l'événement essentiel, on ne sait pas quand il s'est produit, ni où, ça a été le passage de la reproduction à la procréation. Et c'est dans aucun programme de biologie. Moi, j'aimerais poser la question dans des examens, quel a été depuis 3 milliards d'années le plus grand événement? Et pour moi, la réponse est l'invention de la procréation à deux. Alors, c'est plein de conséquences pour nous autres, parce que c'est important de ce qu'il faut faire, mais c'est un détail technique. L'important, c'est l'intervention du hasard. Alors que la reproduction, on fait du pareil, il n'y a pas de quoi être fier. Tandis que la procréation, on fait du tout neuf. À chaque fois. Ce petit que j'ai fait, c'est pas moi. C'est bien plus beau. C'est pas elle non plus. C'est du neuf. Donc la nature a introduit avec la procréation l'aléatoire, le non déterminé, le tirage au sort. Et pour le faire comprendre à mes étudiants en médecine, je leur disais aux garçons, supposez que vous veuillez mettre dans une valise la panoplie de tous les spermatozoïdes que vous pourriez faire. Car pour faire un spermatozoïde, vous choisissez pour ABO soit A soit B, pour Rhésus soit plus soit moins, etc. Vous faites à peu près 1000 choix. Donc le nombre de toutes les combinaisons, c'est 2 à la puissance 1000. Donc dans votre valise, il y aura 2 à la puissance 1000 spermatozoïdes. C'est petit un spermatozoïde, on en met 10 millions dans un millimètre cube. Quelle sera la taille de la valise? On peut faire le calcul. Elle sera plus grande que l'espace qui mène aux galaxies. Parce que 2 à la puissance 1000, ça fait un nombre de 300 chiffres. 10 puissance 300. Vous prenez l'univers. 15 milliards d'années-lumière de rayons. Une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres. Un kilomètre, c'est 1 million de millimètres. Vous mettez tout ça au cube. Vous multipliez par 10 millions ou 15 millions le nombre de spermatozoïdes qu'on met dans un millimètre cube. Vous remplissez l'univers de spermatozoïdes bien serrés et vous en mettez 10 puissance 98. Et moi, je peux en faire 10 puissance 300. C'est fabuleux. À cause de la combinatoire, tout spermatozoïde est neuf. Il n'y en a jamais eu des comme ça. Donc l'invention du tirage au sort a fait qu'il y a toujours du neuf. C'est simple, mon petit calcul. À la portée d'un enfant de 10 ans, 15 ans. C'est dommage qu'on ne le fasse pas. Et alors on est effarés, je leur dis à mes élèves, cette nuit, s'il fait beau, allez regarder les étoiles. Imaginez ces espaces fabuleux, et encore vous n'en voyez qu'une toute petite partie. Remplissez ça de spermatozoïdes.
Et dites-vous que quand vous faites un enfant, vous allez en chercher un dans ce tas-là, n'importe lequel, tiré au sort. C'est pas étonnant que vous soyez étonné. C'est comme ça que j'aime bien entrer avec la biologie dans les esprits. C'est qu'aussi c'est vrai que la nature a des méthodes de création du neuf à partir du moment où, au lieu d'être platement déterministe, elle fait de l'étrange en tirant au sort. Donc dès comme moi, il n'y en a pas deux, et chacun peut en dire autant. Ça fait plaisir. Ah oui. C'est bon. Voilà. Mais mon histoire du 2 à la puissance 1000, qui est un nombre de 300 chiffres, c'est pourtant facile à calculer. C'est 2 à la puissance 1000, c'est comme 10 à la puissance 1000 fois le logarithme de 2. Et le log de 2, c'est 0,3. Donc ça fait 10 puissance 300. C'est énorme. Et là, l'arithmétique ou les mathématiques nous trompent un peu parce que c'est tellement vite écrit 10 puissance 300. Mais c'est un nombre énorme, immense. Et alors c'est un peu camouflé par la facilité de l'écrire. C'est pourquoi il faut se mettre la nuit devant les étoiles et essayer de remplir ça. Ouais. Et la biodiversité, c'est ça, quoi. C'est le fait qu'ils sont tous tout neufs. Alors qu'on a une civilisation qui aime le pareil. Tous les mêmes chaussures, tous les mêmes façons de parler, tous, etc. L'uniformité, c'est le contraire de la grande loi. Je ne suis pas comme tout le monde, chacun devrait dire ça. Quand on dit à un gosse, t'es pas comme tout le monde, il prend ça mal. Alors que On devrait lui dire, t'en as de la chance, c'est pas comme tout le monde. C'est toujours vrai. Donc le respect, l'amour du neuf, l'amour de l'étrange. Alors vous voyez se défiler aussitôt les raisonnements sur les handicaps, sur les palmarès, sur le pauvre type qui n'est pas comme tout le monde, etc. Alors Sur les races, vous en avez beaucoup parlé, les races. Et puis les races, alors ça a été mon thème favori. Mais finalement, au bout d'une vingtaine d'années, on n'a pas perdu son temps à dire non aux races. On sait bien qu'un petit noir, c'est pas comme un petit blanc, qui n'est pas comme un petit jaune. Mais alors, au fond, depuis le début, je n'avais pas fait exprès de devenir quelqu'un qui se fait écouter par hasard par les médias. Mais à cause de ce que j'avais compris en génétique, je m'étais dit, c'est pas possible de définir des races humaines. Et pourtant, on en parle, il faut le dire. Alors, j'ai poussé des cris, et on a été nombreux. Et ça valait le coup. Maintenant, les gens n'osent pas trop dire qu'ils sont racistes. Ils n'aiment pas les gens différents, mais ça fait rien. Ils n'osent pas le dire. Je ne suis pas raciste. On commence toujours comme ça. Mais, quand même, ces gens-là, c'est pas comme moi. À tous les coups. Et justement, ça devient ridicule. Et pour lutter contre le racisme, il faut le ridiculiser. On est bien sur votre île. Il paraît qu'il faut que je travaille. On avance. Mais je suis en train de prendre de l'élan. Je vais leur raconter mon histoire de spermatozoïde. Oui. C'est bien, bien, c'est intéressant. Oh, oui, c'est bien. Je vous propose donc de réfléchir ensemble pendant une bonne heure à ce qui nous arrive à nous les hommes qui en ce début de 21e siècle ont assez généralement l'impression que ça ne va pas bien. Nous avons des possibilités fabuleuses, nos pouvoirs viennent d'augmenter et pourtant, un peu partout, on a l'impression qu'on n'est pas dans la bonne direction. Alors je vous propose de réfléchir à ce qui nous arrive, qui fait que nous n'avons plus guère confiance en nous-mêmes. Nous n'avons plus grande confiance en l'avenir, et pourtant, cette confiance pourrait renaître. Mais à quel prix? Je crois que la meilleure solution,
pour essayer de retrouver cette confiance dans l'avenir, c'est d'être avant tout lucide, de regarder les choses telles qu'elles sont et non à travers des idées toutes faites. Or, il se trouve que le XXe siècle a été un siècle qui nous a apporté énormément de lucidité. On peut résumer le XXe siècle en énumérant des horreurs, des guerres affreuses, des Shoah, etc. Mais on peut aussi s'apercevoir que le XXe siècle a été un siècle de renaissance conceptuelle, c'est-à-dire de renouveau de notre regard sur le monde. Et j'aimerais insister sur ce que nous a apporté le XXe siècle, et pour cela, d'évoquer les transformations que nous a apporté la science au sujet de quelques concepts importants. Par exemple, le concept de temps. Le temps n'est plus ce qu'il était. Il y a un siècle et demi, le temps, on savait ce que c'était. On pensait que c'était une espèce de toile de fond qui se déroule et devant laquelle ont lieu les événements. Alors le temps, c'est une espèce de fleuve qui se déroule. Mais quand on essaie de s'interroger, on se dit, mais quelles sont donc les rives de ce fleuve? Qui les a tracées? Est-ce qu'elles préexistent? Non, elles se forment à mesure que le fleuve les atteint. Et par conséquent, on n'arrive pas à définir le temps. Le temps avait eu comme meilleure définition, il me semble, celle de saint Augustin. Saint Augustin, 4 siècles après Jésus-Christ, qui disait « Le temps, je sais ce que c'est, bien sûr, comme tout le monde, mais dès qu'on me pose la question, je m'aperçois que je ne le sais plus. Mais je sais, et c'est la phrase clé de saint Augustin, que si rien ne se passait, il n'y aurait pas de temps passé. » Autrement dit, ce qui compte dans le déroulement du temps, ce n'est pas qu'il est antérieur aux événements, c'est qu'il est au contraire généré par les événements. Et du coup, le temps, on ne sait plus très bien ce que c'est. D'autant plus qu'est intervenu au XXe siècle Einstein. Einstein qui, à 2 reprises, a complètement transformé la façon de réfléchir au temps. Souvenez-vous, en 1905, il y a exactement un siècle, il a sorti sa première théorie de la relativité restreinte. Et cette théorie nous explique que la durée d'un événement est fonction du mouvement de l'observateur. Autrement dit, quand je viens de Paris à Montréal en avion, j'ai 2 façons de mesurer le temps que dure mon voyage. Je peux mesurer le temps en regardant ma montre, au départ à l'arrivée, et je peux aussi mesurer le temps en regardant l'heure à l'aéroport de Paris et l'heure à l'aéroport de Montréal. Eh bien, ces 2 mesures ne vont pas être égales. La mesure faite par ma montre va être plus courte que la mesure faite par les horloges. C'est pourtant le même événement, le voyage d'Albert Jacquard de Roissy à Dorval, mais ce même événement a 2 durées différentes selon que je l'ai mesuré par les horloges qui n'ont pas accompagné mon mouvement ou bien par l'horloge, ma montre qui, elle, m'a accompagné. Et voilà qu'il y a une différence. Évidemment, elle est très faible. C'est à peu près la 12e décimale qui est changée. Donc la 12e décimale, on s'en moque, mais du point de vue conceptuel, on se demande ce que signifie le temps. Et puis, le temps a encore changé avec la relativité générale en 1915. Voilà que Einstein nous montre que la meilleure façon d'expliquer le mouvement des planètes autour du Soleil, ça n'est plus la théorie de Newton avec une attraction gravitationnelle, c'est une théorie tout autre qui nous montre qu'autour du Soleil, l'espace est courbé. Et les planètes vont tout droit devant elles, mais dans un espace courbe, si bien qu'elles reviennent à leur point de départ. Tout s'explique. Mais au passage, voilà que le temps lui-même est courbé et se modifie. Et on constate, à un grand coup d'équation, qu'on peut par exemple imaginer des objets extrêmement denses, tels que le temps soit tellement courbé dans leur voisinage que finalement même l'éternité ne dure pas longtemps. Et on peut imaginer des cas extraordinaires où un événement a une durée pratiquement infinie pour l'un et extrêmement courte pour un autre. Même l'éternité devient un concept abstrait avec ce que nous apporte la lucidité scientifique. Et puis c'est pas fini. Voilà qu'au cours des années 1920, 25, 30, voilà qu'on découvre que les galaxies s'éloignent.
Vous connaissez tous cette découverte. Ce n'est pas une théorie, c'est une découverte. Grâce à d'excellents télescopes, on constate que les galaxies lointaines s'éloignent d'autant plus vite qu'elles sont plus lointaines. Et du coup, on fait un raisonnement tout simple, consistant à dire ces galaxies étaient plus proches hier, plus proches il y a 1000 ans, encore plus proches il y a 1 milliard d'années, et même il y a 15 milliards d'années, elles étaient toutes au même endroit. Et c'est la fameuse théorie du Big Bang qui nous fait dire, eh bien, nous sommes dans un univers qui a explosé il y a 15 milliards d'années. Et à ce moment-là, chacun pose la question, mais que pouvait-il y avoir il y a 16 milliards d'années, quand le Big Bang n'avait pas encore eu lieu? Et on est tenté de répondre, il y a 16 milliards d'années, avant le Big Bang, il n'y avait rien. Mais cette réponse n'est pas véritablement exacte. Car quand on dit avant le Big Bang, il n'y avait rien, bien sûr, le mot rien est vrai, mais le mot il y avait n'a pas de sens. Car pour qu'un instant situé il y a 16 milliards d'années dans le passé ait eu lieu, il aurait fallu que le temps se déroule à ce moment-là. Mais pour que le temps se déroule, si on en croit Saint-Augustin, il faut que des événements se succèdent. Or, avant le Big Bang, comme il n'y avait rien, il n'y avait pas d'événement. Et comme il n'y avait pas d'événement, il n'y avait pas de temps. Donc, il n'y avait pas d'il y avait. Et me voici obligé de dire des choses absurdes. Avant le Big Bang, il n'y avait pas d'avant. Comment s'en sortir? Eh bien, on ne peut pas s'en sortir. Sinon, en faisant comme Stephen Hawking, qui dit, mais du coup, le Big Bang n'a pas été un événement comme un autre. Tout événement, dans notre logique habituelle, a un avant et un après. Et voilà que le Big Bang a un après, puisque nous sommes dedans, mais n'a pas d'avant. Donc, ce n'est pas un événement comme un autre. Donc, ça n'est pas une création. Donc, il n'y a pas besoin de créateur. Et voilà une nouvelle vision de l'univers qui n'a plus besoin d'être créée. Vous imaginez combien il peut y avoir de conséquences, même théologiques, devant cette révolution conceptuelle. Et j'aimerais évoquer une autre révolution, peut-être moins grandiose, mais peut-être plus décisive encore dans notre regard sur nous-mêmes. C'est la découverte, il y a 52 ans, 53 ans, par Crick et Watson, un Anglais et un Américain, la découverte du fonctionnement d'une molécule qu'on appelle la molécule ADN. Et on s'aperçoit que tout ce qui se passe chez les êtres vivants peut s'expliquer par la présence de cette molécule, qui n'est pas très compliquée, qu'on connaît bien maintenant. Et cette molécule a une capacité extraordinaire. Elle est capable de se dédoubler, de se reproduire, de se cloner, comme on dit maintenant. Et elle est capable aussi de gérer la fabrication d'autres molécules. Et on constate que chez tous les êtres vivants, quels qu'ils soient, que ce soit des bactéries, des primates, des hommes, ou n'importe quel être que l'on dit vivant, eh bien, tout s'explique de ce qui se passe en lui par la présence de cet ADN et de son fonctionnement. Si bien qu'on ramène le concept de vie au concept de présence d'un objet qui s'appelle la molécule d'ADN. Si bien que le cadeau que nous fait le XXe siècle est un cadeau assez ambivalent, un cadeau merveilleux puisqu'il nous permet de réunifier notre regard sur tout ce qui nous entoure. On avait l'habitude de séparer ce qui est inanimé de ce qui est vivant. Eh bien maintenant on dit, ce qui est vivant, c'est simplement des objets possédant de l'ADN, et comme l'ADN est une molécule parmi d'autres, eh bien il n'y a plus aucun mystère de la vie. Le mystère de la vie a disparu. Ce qui a évidemment une conséquence grandiose du point de vue de la compréhension de ce qui nous entoure, mais en même temps qui a des conséquences assez catastrophiques pour le regard que nous portons sur nous-mêmes. Car nous aimerions bien, nous les êtres humains, avoir une définition un peu particulière, n'être pas seulement équivalent à des molécules, à des cailloux, à des objets. Nous sommes des êtres. Qu'est-ce que nous avons? Nous sommes des êtres vivants, ça ne suffit pas. Il faut que nous soyons des êtres que l'on puisse qualifier mieux que vivants. Et voilà le vrai problème actuel. Qu'est-ce qui va nous permettre de justifier notre émerveillement et donc notre respect de tout ce qui est vivant humainement, et pas de ce qui est vivant seulement avec l'ADN, mais qui a une caractéristique supplémentaire qui appartient à l'espèce humaine. Et me voilà avec le vrai problème qui va être le point de départ, peut-être,
d'un projet pour les siècles qui viennent, essayer de comprendre en quoi notre espèce se différencie non seulement de tous les autres êtres vivants, mais aussi de tout ce qui a été produit par l'univers. Nous sommes devant la nécessité d'expliquer, de donner un rôle très particulier à l'évolution qui a abouti à nous par rapport à l'évolution qui a abouti à tout le reste. Comment le justifier? En introduisant un concept qui est assez rabâché maintenant, mais qui permet tout de même d'avoir une vision assez nouvelle sur ce qui nous entoure. C'est le concept de complexité. C'est un concept qui a été développé beaucoup par un certain Ilya Prigogine, qui travaillait à Bruxelles, un Belge, mais qui venait du RSS. Et Ilya Prigogine a insisté sur le concept de complexité. La complexité d'un objet, c'est le fait qu'elle a beaucoup d'éléments, que ces éléments sont très divers et qu'ils sont surtout en interaction assez subtile les uns avec les autres. Et on s'aperçoit que quand des objets sont complexes, ils ont souvent des performances assez différentes des objets moins complexes. Et le meilleur exemple d'un phénomène de complexification qui s'accompagne d'une performance complètement nouvelle, c'est un exemple qui est tiré naturellement des livres d'Hubert Reeves sur ce qui se passe dans les étoiles. Et vous apprenez dans ces bouquins d'Hubert Reeves que dans les étoiles en fin de vie, il y a beaucoup d'atomes d'hélium. Et l'hélium, pour ceux qui se souviennent des cours de l'époque du secondaire, l'hélium, c'est un gaz qui est particulièrement peu intéressant, dont la chimie est très simple et qui est formé de 2 protons et de 2 neutrons. Et de temps en temps, dans l'univers, dans ces étoiles en fin de vie, de temps en temps, 3 noyaux d'hélium, chacun 2 protons et 2 neutrons, se rassemblent. Et comme il fait très chaud, au lieu de rebondir, ils se collent les uns contre les autres. Ça fait donc 6 protons et 6 neutrons, et ça donne par conséquent un atome de carbone. Vous prenez 3 héliums, vous obtenez un atome de carbone. Ça n'a rien d'étrange, sinon que la chimie de l'hélium est très pauvre et que la chimie du carbone est très riche. Quand un hélium rencontre un autre hélium, il ne se passe rien. Quand un carbone rencontre un autre carbone, c'est le début de tout un événement. Ils font des rondes, ils font des ribambelles, il se passe des choses. Eh bien, voilà finalement l'événement central de tout ce qui se passe dans l'univers. Vous prenez des objets qui ont des performances très limitées et vous obtenez des objets qui ont des performances totalement inattendues. Et on peut raconter toute l'histoire de l'univers comme l'histoire d'une complexification qui grandit en permanence et qui aboutit à des performances de plus en plus grandes. Nous sommes dans un univers dont l'histoire, depuis 15 milliards d'années, peut se ramener à une complexification permanente. Autrement dit, ce que nous offre la science, c'est un renouvellement complet de notre regard sur le cosmos, pour commencer. Nous avions appris dans la Bible, par exemple, que le cosmos était ce qu'il avait toujours été. Dieu l'a créé, a été content de lui quand il l'a regardé, et l'a laissé dans le même état. Donc on avait la vision d'un univers stable, qui ne bougeait pas, avec quelques petits mouvements par-ci par-là, mais qui globalement, dans sa structure, était toujours le même. Et puis, on mettait dans cet univers notre espèce à nous, et on admettait que notre espèce était contemporaine de l'univers. C'est ça qui a nourri toute nos réflexions, un monde stable, avec à l'intérieur une humanité toute stable, elle aussi. Que nous dit maintenant la science? Exactement le contraire. Elle nous dit que le cosmos n'est pas stable, il évolue, il s'agrandit, et surtout, il se complexifie. Et à l'intérieur de ce cosmos, il y a des quantités de catégories d'objets, dont l'un est évidemment notre espèce. Mais, nous dit la biologie, cet objet qu'est l'être humain, il est le résultat d'une différenciation, d'une évolution qui est exactement symétrique à l'évolution qui a eu lieu pour d'autres espèces. Finalement, ce que nous sommes est un primate parmi d'autres, et les primates sont des objets parmi d'autres. C'est toujours aussi catastrophique, sauf si on a un regard un peu plus véridique, plus réel sur ce qu'est notre espèce. En effet,
qu'est-ce que nous sommes de particulier? Qu'est-ce que nous avons comme caractéristique qui va nous permettre de nous distinguer de l'ensemble de ce qui nous entoure? La réponse, ça va être justement la complexité que nous représentons. En effet, il y a dans l'espèce humaine, pour l'espèce humaine, une histoire très courte, que nous nous sommes différenciés des autres primates il y a seulement 5 millions d'années, et 5 millions c'est très peu par rapport aux 15 milliards qui nous séparent du Big Bang. Et au cours de ces 5 millions d'années, ce qui nous est arrivé, c'est une série de malfaçons. De malfaçons qui nous ont fait, par exemple, au départ, nous séparer des autres primates parce qu'on n'était pas capable de vivre dans les branches, alors que les primates sont des animaux capables de vivre dans les branches, c'est là qu'ils sont bien. Nous, nous n'avons pas été capables, nous nous sommes séparés d'eux, et puis nous avons été plutôt ratés dans notre capacité à nous débrouiller par rapport aux autres primates. Et puis un beau jour, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 millions d'années, 3 millions d'années, des changements de climat nous ont donné une chance parce que ces changements de climat ont abouti à des savanes qui nous ont permis de nous différencier un petit peu. Et puis dans ces savanes, où nous étions relativement à l'abri, avec un milieu qui nous était favorable, il nous est arrivé des mutations, des malfaçons qui ont failli coûter la vie de notre espèce. Ça s'est passé entre 1,5 million et 1 million d'années dans le passé. Et qu'est-ce qui nous est arrivé? Des erreurs dans la constitution du système nerveux central du cerveau. Là où un primate ordinaire met en place de l'ordre de 7 milliards de neurones, de cellules, nous mettons en place de l'ordre de 100 ou 200 milliards de cellules. Ça tient une place beaucoup plus grande, et au moment de naître, le petit fœtus humain ne pourrait pas passer s'il attendait d'être dans le même état qu'un fœtus de primate ordinaire. La seule façon qu'a eu notre espèce de ne pas disparaître, car le bébé ne pouvait pas sortir de sa maman, la seule façon a été de naître dans un état tout à fait prématuré, dans un état de larve tel que, au fond, si ça n'avait pas été les nôtres, on n'en aurait pas voulu. Enfin, c'était les nôtres, on les a gardés, et malgré la malfaçon qu'était une naissance prématurée, eh bien, nous avons pu survivre, mais au prix probablement d'une mortalité infantile qui a dû être catastrophique. Et le résultat, c'est que du coup, notre cerveau a pu se développer, une fois la naissance ayant eu lieu, a pu se développer sans limite, et nous avons mis en place, à partir de ces quelques 100 milliards de neurones, des connexions, les fameuses synapses. Et arrivé à la puberté, chaque neurone comporte environ 10 000 connexions. Vous multipliez 100 milliards de neurones par 10 000 connexions, vous aboutissez à 1 million de milliards de connexions. Dans un cerveau d'un garçon ou d'une fille de 15 ans, il y a de l'ordre de 100 millions de milliards de neurones. Alors vous faites 1 million de milliards de neurones. Alors à ce moment-là, vous vous dites, quand il est né, il n'avait pratiquement pas de connexion. Aujourd'hui qu'il a 15 ans, il en a 1 million de milliards. Quel a été le rythme de construction? Il suffit de diviser par l'âge de l'enfant, exprimé par exemple en secondes. Or, à 15 ans, on est vieux de 400 millions de secondes. Vous divisez 1 million de milliards par 400 millions, vous trouvez 2,5 millions. Et vous vous êtes effaré de penser, en regardant un enfant de 15 ans, qu'il est en train, depuis sa naissance, ça a duré pendant 15 ans, il est en train de mettre en place 2,5 millions de connexions à chaque seconde. Autrement dit, il est un véritable chantier en effervescence, et par conséquent, on peut dire de lui qu'il est le champion de la complexité. Et me voilà avec l'histoire de l'univers ramené à un concept, celui de complexité. Au départ, juste après le Big Bang, l'univers était sans complexité, c'était de la purée, c'était des éléments tous pareils et sans interaction les uns avec les autres. Et puis peu à peu, il se trouve que les forces qui étaient en présence ont mis en place des objets, des grumeaux dans la purée, comme le dit Hubert Reeves, qui ont été de plus en plus complexes. Et je cherche le grumeau le plus complexe, il me semble le trouver en regardant le système nerveux central des humains. 1 million de milliards de connexions, je suis le champion, je suis content,
je ne suis pas véritablement, comme tous les autres, j'ai gagné la course à la complexité. À quoi ça me sert? Ça me sert à être intelligent, c'est-à-dire à me poser des questions, à être capable de trouver des réponses, d'imaginer des modèles, d'être ému, etc. Mais si mon discours s'arrêtait là, je ne serais pas vraiment satisfait. En effet, le discours ne s'arrête pas là. Car ce que nous avons fait, et sur quoi nous n'insistons jamais assez, c'est que nous avons mis en place un réseau de communication extraordinairement riche. Bien sûr, grâce à notre cerveau, grâce à notre intelligence, mais cette intelligence qui nous permet, à titre personnel, de comprendre mieux l'univers, elle nous a surtout permis de nous mettre en relation avec l'autre, d'échanger avec l'autre, de véritablement le rencontrer. Vous savez que tous les objets ont des interactions. Même la Terre a une interaction avec ma montre, puisque si je lâche ma montre, elle est attirée par la Terre. De même que les objets qui sont électrifiés s'attirent ou se repoussent. Donc, les interactions de la nature font que tous les objets sont en liaison les uns avec les autres. Et puis, les animaux aussi sont en liaison. Vous savez combien la plupart des espèces ont des langages qui leur permettent d'échanger. Mais d'échanger quoi? D'échanger essentiellement des informations. Eh bien, nous avons été capables, grâce à notre cerveau, de mettre en place des moyens d'échange infiniment plus subtils. Nous avons été capables de créer peu à peu un langage qui nous permet d'échanger avec l'autre non seulement des informations, mais d'échanger, ce qui est bien plus important, des émotions, des projets, des angoisses, tout ce que nous avons de plus riche, de plus intime, de plus personnel, nous pouvons, grâce à nos langages extraordinaires et de mille formes, pas seulement les mots, mais aussi les grimaces, les sourires, les regards, nous sommes capables d'échanger avec l'autre l'essentiel de nous-mêmes. Et du coup, en faisant cela, nous créons, sans l'avoir cherché, un objet plus complexe que nous-mêmes. Cet objet plus complexe, c'est l'ensemble de ce que nous constituons avec l'autre. Il y a moi, il y a l'autre, nous sommes déjà merveilleux, bien sûr, mon million de milliards de connexions, j'en suis fier, etc. Mais il y a plus complexe que moi, il y a plus complexe que l'autre, c'est le nous que nous pouvons créer si nous sommes capables de nous rencontrer. Et voilà la clé de mon raisonnement. Chaque fois que je suis capable de créer avec l'autre un échange extraordinairement profond, quand nous pouvons mettre en commun l'essentiel de nous-mêmes, alors nous créons un objet plus complexe que chacun d'entre nous. Et étant plus complexe, il a des performances qu'aucun d'entre nous ne peut posséder. Il y a des choses que je ne sais pas faire, que vous ne savez pas faire et que nous savons faire. L'essentiel, par conséquent, dans l'espèce humaine, c'est la capacité à créer le nous. Avec ça, j'ai une vision qui va me consoler de ce que j'évoquais tout à l'heure. Oui, je suis un objet. Oui, je suis une poussière d'étoile, comme nous dit Hubert Reeves. Je suis l'équivalent d'une goutte d'eau, nous dit François d'Assise. Oui, bien sûr, mais je ne suis pas que cela. Je suis aussi celui qui a gagné la course à la performance. Et cette course, je ne l'ai pas gagnée en étant seul. Je l'ai gagnée en me mettant en liaison avec l'autre. Et là, on a une vision de l'humain complètement renouvelée. En fait, je ne suis pas seulement un humain parce que j'ai reçu un patrimoine génétique qui me permet d'être un humain. Oui, la nature me le permet, mais elle ne me donne pas les leçons, les recettes pour y parvenir. Je suis devenu humain parce que j'ai rencontré d'autres humains.
plus complexe que nous-mêmes. Cet objet plus complexe, c'est l'ensemble de ce que nous constituons avec l'autre. Il y a moi, il y a l'autre, nous sommes déjà merveilleux, bien sûr, mon million de milliards de connexions, j'en suis fier, etc. Mais il y a plus complexe que moi, il y a plus complexe que l'autre, c'est le nous que nous pouvons créer si nous sommes capables de nous rencontrer. Et voilà la clé de mon raisonnement. Chaque fois que je suis capable de créer avec l'autre un échange extraordinairement profond, quand nous pouvons mettre en commun l'essentiel de nous-mêmes, alors nous créons un objet plus complexe que chacun d'entre nous. Et étant plus complexe, il a des performances qu'aucun d'entre nous ne peut posséder. Il y a des choses que je ne sais pas faire, que vous ne savez pas faire et que nous savons faire. L'essentiel, par conséquent, dans l'espèce humaine, c'est la capacité à créer le nous. Avec ça, j'ai une vision qui va me consoler de ce que j'évoquais tout à l'heure. Oui, je suis un objet. Oui, je suis une poussière d'étoile, comme nous dit Hubert Reeves. Je suis l'équivalent d'une goutte d'eau, nous dit François d'Assise. Oui, bien sûr, mais je ne suis pas que cela. Je suis aussi celui qui a gagné la course à la performance. Et cette course, je ne l'ai pas gagnée en étant seul. Je l'ai gagnée en me mettant en liaison avec l'autre. Et là, on a une vision de l'humain complètement renouvelée. En fait, je ne suis pas seulement un humain parce que j'ai reçu un patrimoine génétique qui me permet d'être un humain. Oui, la nature me le permet, mais elle ne me donne pas les leçons, les recettes pour y parvenir. Je suis devenu humain parce que j'ai rencontré d'autres humains. C'est une phrase qui a déjà été dite, comme toutes les phrases un peu intelligentes, elles ont déjà été dites. Par exemple, par Erasme. Erasme, le philosophe, qui disait « On ne naît pas homme, on le devient ». À la naissance, la nature a fait son travail, alors j'ai reçu tout ce qu'il fallait comme information génétique pour fabriquer mes organes, etc. Merci la nature. Mais je n'étais qu'une promesse d'homme. Je n'étais pas encore humain. Je le suis devenu. Je le suis devenu comment? En m'insérant, en étant intronisé à l'intérieur de la communauté humaine. Et cela, c'est essentiel. Ça a été dit aussi par d'autres. Par exemple, par Marx. Karl Marx disant quelque part, l'essence de l'humanité, on ne peut pas la trouver à l'intérieur de chaque être humain. On ne peut la trouver que dans la communauté des hommes. Ce qui me rend humain, c'est pas ce que j'ai reçu de la nature, c'est ce que j'ai reçu des autres hommes. Alors vous me direz, comment est-ce que ça a pu commencer? En fait, ça n'a pas commencé. Ça a été une création collective de l'ensemble des humains. Autre phrase aussi, qui dit exactement la même chose, et que ceux qui ont été au catéchisme de l'Église catholique s'en souviendront, lorsque Jésus dit à un certain moment, lorsque vous êtes réunis, je serai parmi vous. Ce qui signifie, à partir du moment où des êtres humains sont capables d'être en union les uns avec les autres, non pas en train de se battre, de s'opposer, mais de s'unir, alors il y a plus qu'eux-mêmes. On peut l'appeler je, on peut l'appeler Jésus, on peut l'appeler Dieu, peu importe les noms qu'on donne. Mais le fait, la réalité, c'est qu'en union, nous sommes plus que nous-mêmes. Avec cette vision-là, qui, encore une fois, est une vision non pas poétique, elle l'est aussi, mais elle est profondément lucide. Elle est ce que nous apprend la science d'aujourd'hui. La science d'aujourd'hui nous fait comprendre que ce n'est pas la vie qui est importante, c'est la capacité à être humain. Et parmi les choses que je ne sais pas faire, qu'aucun être humain ne sait faire tout seul, et que pourtant je bénéficie, il y a, disons, par exemple, la capacité à se savoir-être, la capacité à dire « je ». Il faut réfléchir à ce que l'on fait quand on dit « je ». Moi, Albert Jacquard, je. Mais qui me permet de dire cela? De qui je parle quand je dis « je » ? Qui est-ce qui parle quand je dis « je » ? Je parle de moi comme si j'étais un autre. Je sors de moi-même. Qui m'a appris ça? Ceux qui m'ont appris à dire « je » sont ceux qui m'ont dit « tu ». J'ai entendu des « tu », les autres m'ont pris pour quelqu'un, alors je suis devenu quelqu'un. J'ai été intronisé
à l'intérieur de l'espèce humaine. Et ça s'est produit par les rencontres. Et on peut, comme ceci, comprendre à quel point, dans toute société humaine, ce qui va être essentiel, c'est de mettre en place le réseau des rencontres. Et par conséquent, le réseau des respects. Car pour rencontrer l'autre vraiment, il faut le prendre pour équivalent à soi-même, c'est-à-dire le respecter. Tout être humain, bien sûr, doit être vu comme étant respectable, infiniment respectable, sans aucune limite et sans prétendre que tel ou tel doit être exclu. Non, de temps en temps, il mériterait peut-être d'être exclu, mais je n'ai pas à l'exclure, j'ai à l'assimiler, j'ai à en faire une source. Et me voilà avec le véritable dilemme d'une société humaine, c'est comment doit-elle se comporter, comment doit-elle organiser les liens des uns avec les autres. La rencontre, tout le monde le sait, l'expérience, est une épreuve difficile. L'autre est tellement différent de moi dans tous les cas. L'autre, par exemple, c'est une femme quand je suis un homme, et Dieu sait que ça ne facilite pas les choses, en tout cas dans un premier geste. Et puis, ou bien c'est un homme quand elle est une femme. Et bien sûr, on n'est pas fait pour s'entendre. Et puis, il est noir quand je suis blanc. Et puis, il est grand quand je suis petit. Il n'est pas comme moi. Donc, j'ai un réflexe de peur. Et avec le réflexe de peur, eh bien, j'ai aussi le réflexe de l'éliminer, de m'échapper, d'en faire finalement quelqu'un que je considère comme un ennemi, comme un obstacle. Et je deviens compétitif, et je deviens agressif. Ou bien on peut apprendre à l'école, ou apprendre tout petit, que cet autre qui fait peur, il est dans tous les cas une source. Oh, une source parfois dangereuse, bien sûr, mais toujours une source. Et par conséquent, il me faut apprendre, face à l'autre qui est différent, à le considérer comme un matériau qui va me permettre de me devenir moi-même, de fabriquer le nous. Alors bien sûr, ce n'est pas facile, mais est-ce que la capacité particulière des hommes, c'est justement de faire des choses à première vue impossibles, et en particulier de dire non à la nature quand, par exemple, elle nous incite à regarder l'autre comme quelqu'un qu'il va falloir vaincre. Non, l'autre, je n'ai pas à le vaincre, j'ai à vivre avec, j'ai à me construire grâce à lui. C'est au fond tout simplement de la lucidité. Il se trouve que nous sommes dans une phase de notre société occidentale qui apparemment est exactement aux antipodes de ce que je viens de dire. On nous apprend à être compétitifs. Et c'est presque un réflexe dans notre société. Je suis en train de le vivre actuellement en France, où nous allons nous préparer à voter un référendum sur la Constitution. En bon citoyen, je regarde le texte que l'on me propose et j'y vois dès la première page que nous, les Européens, on va créer une Europe hautement compétitive. Dès la première page, on m'explique que le but de l'Europe, c'est d'être compétitive. Contre, bien sûr, contre les Américains, contre les Chinois, contre tout le monde. Car nous allons être les seuls gagnants. On va devenir les meilleurs. C'est totalement absurde. C'est pire qu'absurde, c'est criminel. Et du coup, je suis de ceux qui luttent contre la Constitution qu'on nous propose à cause de cette vision humaine qui est totalement fausse. Et cette vision humaine, et pourtant, elle est nécessaire. À l'occasion de cette recherche sur la Constitution européenne, j'ai trouvé une phrase merveilleuse qui s'inscrit bien d'ailleurs dans le thème de ce soir. Une phrase de Montesquieu. Montesquieu qui écrit quelque part « Si je connaissais quelque chose qui me fût utile à moi et qui fût préjudiciable à ma famille, je n'en voudrais pas. Quelque chose qui fût utile à ma famille et mauvais pour ma patrie, je le repousserais. Quelque chose qui fût bon pour ma patrie, mais mauvais pour l'Europe, ou bon pour l'Europe et mauvais pour l'humanité, alors je le considérerais comme un crime. » Eh bien oui, c'est un crime que de vouloir apprendre aux enfants à être compétitifs, c'est-à-dire à être des gagnants. Or, un gagnant, c'est un fabricant de perdants.
Et il faut leur dire qu'ils n'ont jamais le droit de fabriquer des perdants. Donc il ne faut pas qu'ils soient des gagnants. Il nous faut oser dire cela, en particulier dans le système éducatif. Puisque c'est difficile de regarder l'autre comme une source, eh bien, il faut naturellement demander au système éducatif de l'enseigner à chacun. Il nous faut des écoles qui aient comme finalité absolue de dire aux enfants, vous devez apprendre à rencontrer les autres. C'est pas facile, c'est un art, et c'est un art qu'on apprend à l'école. Et c'est à cela, et uniquement à cela, que sert l'école. Vous me direz, il faut bien aussi apprendre à lire. Oui, mais si on apprend à lire pour avoir une bonne note en lecture, c'est du temps perdu. Si on apprend à lire pour rencontrer tous ceux qui ont écrit, et qui sont peut-être pour la plupart déjà morts, alors le but de la lecture, c'est la rencontre, et cela justifie tous les efforts que nécessite la lecture. Pourquoi apprendre la géographie? Pas pour avoir une bonne note en géo, mais pour avoir une conversation avec le petit enfant qui vient d'ailleurs et qui me dit « moi je viens d'Afrique, moi je viens d'Asie », eh bien, on a appris la géographie, on a une conversation avec lui. Et même, ce qui est beaucoup moins souvent compris, c'est que l'enseignement des mathématiques aussi a pour objectif, pour finalité, la rencontre. Car qu'est-ce que c'est que les mathématiques, sinon un magnifique, un des plus beaux sujets de conversation? C'est d'abord cela. Et par conséquent, si j'apprends les mathématiques aux enfants, c'est pour leur dire, oui, c'est pas facile, oui, ça oblige à des efforts, mais fais-moi confiance, ça va te permettre d'avoir des conversations passionnantes, amusantes, on va bien rire à propos de mathématiques avec les autres. Si bien que la finalité de tous les efforts, c'est la rencontre. Du coup, je suis obligé de mettre l'attitude de respect en priorité devant toutes les autres contraintes auxquelles je dois faire face. Avant tout, il me faut respecter. Respecter les autres, respecter tous les hommes, c'est pas seulement respecter ceux qui sont de ma génération, ceux qui vivent en même temps que moi. Tous les hommes, c'est tous ceux qui appartiennent, qui ont appartenu ou qui appartiendront à l'humanité. Il me faut respecter ceux que je vois vivants, mais il faut aussi que je respecte ceux qui viendront demain. Et cela m'amène à respecter ce que je vais leur léguer, c'est-à-dire la planète. Il se trouve que cette planète, on vient de découvrir, ça fait partie là aussi de la lucidité scientifique, on vient de découvrir qu'elle était petite. Vous me direz, il y a longtemps qu'on a mesuré la Terre. Oui, bien sûr, mais on avait l'illusion, en la regardant, qu'elle était inépuisable, qu'il y avait toujours un ailleurs quand on n'était pas bien quelque part, qu'on pouvait tirer sur toutes ces richesses, il en resterait toujours. C'était même la base de la théorie économique libérale qui a été inventée à la fin du XVIIIe siècle, partait de ce constat faux que des richesses comme l'eau, comme l'air, sont des richesses inépuisables. C'est écrit dans des bouquins comme ceux de Jean-Baptiste Say. Or, nous savons aujourd'hui que c'est faux. L'eau, un jour on va en manquer. L'air, on sait qu'on est en train de le polluer. Et par conséquent, il nous faut enfin comprendre que la théorie qui est basée sur l'inépuisabilité de ces richesses, c'est une théorie fausse. Et par conséquent, il faut revoir complètement Adam Smith et les théories libérales. Pour une bonne raison, par exemple, c'est qu'il y a des richesses qui sont en train de disparaître par notre faute. Par exemple, le pétrole. Vous connaissez l'histoire du pétrole. Le pétrole, c'est facile à fabriquer. Pour faire du pétrole, vous prenez des bactéries, vous les comprimez, et vous attendez 200 millions d'années. Ça donne du pétrole. Donc c'est facile, mais c'est long. Il faut de la patience. Et nous, en l'espace de quelques 2 ou 3 siècles, on aura tout épuisé. On aura volé le pétrole de nos petits-enfants. Est-ce que c'est acceptable? Non. C'est manquer de respect envers eux. Et par conséquent, il nous faut respecter la planète sur laquelle nous sommes, non pas parce que c'est un objet qui nous plaît, mais avant tout parce que c'est un objet que nous allons léguer à nos descendants. Et ces descendants, nous n'avons pas le droit de les voler. Et par conséquent, le respect pour la nature passe par le respect pour les hommes de demain. On les oublie toujours, les hommes de demain.
L'humanité, ce n'est pas 6 milliards d'hommes aujourd'hui. C'est des milliers de milliards d'hommes si l'espèce peut durer longtemps. Et par conséquent, elle nous oblige, cette vision d'une humanité nombreuse, elle nous oblige à laisser la planète dans l'état où nous l'avons trouvée. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire, et par conséquent, il faut changer du tout au tout notre attitude vis-à-vis de la planète à cause du respect que nous avons pour les enfants qui vont naître pendant des siècles et des millénaires. Comment faire? C'est tellement à l'opposé de ce que l'on vit tous les jours qu'il y a de quoi peut-être abandonner la lutte. Effectivement, ce n'est pas facile. Mais le fait est que ce que je viens de vous dire, vous saviez bien que je vous le dirais. Et vous êtes venu quand même. C'est donc que vous savez qu'il y a une part de vrai dans ce que je vous dis là. On est tous en train de prendre conscience que la finitude de la planète nous oblige à changer complètement certains de nos réflexes, y compris au niveau des décisions politiques. Songez combien, par exemple, le simple fait de penser que la planète est finie et qu'on ne la quittera pas nous oblige à ne plus jamais évoquer la croissance de la consommation. Je suis dans un pays, la France, où on nous parle tous les jours, que les choses vont, nous dit tous les jours que tout ira mieux quand on aura enfin de la croissance. Ah, si on pouvait avoir 3%. Et personne ne fait un calcul simple. 1,03 multiplié par 1,03, 10 fois, 20 fois, 100 fois. Si on fait la multiplication 100 fois, 3% pendant un siècle, ça fait la multiplication par 20. Quel homme politique oserait nous prétendre que dans un siècle, nous aurons tous 20 fois plus de voitures, on consommera 20 fois plus, ce n'est pas possible. Et par conséquent, toute croissance consiste à se précipiter dans une impasse. Il suffit d'admettre cette phrase-là pour se dire que tout ce qu'on nous dit de croissance est tout simplement un leurre, ou bien pire qu'un leurre, véritablement un suicide. La croissance, c'est le suicide. En tout cas, la croissance de la consommation. Il nous faut donc remplacer complètement cette vision d'une consommation qui grandit des richesses que nous offre la Terre. Gestion planétaire, ça ne peut pas être une gestion à base de concurrence, à base, comme le dit la Constitution européenne que l'on nous propose, de concurrence libre et non faussée. Mais au contraire, il nous faut imaginer une société qui faussera la concurrence, puisque la concurrence nous amène à détruire le pétrole, et il faut justement le préserver. Il ne peut y avoir d'avenir que dans des concurrences faussées par l'intervention d'une gouvernance collective. Collective au niveau des États, mais surtout au niveau de l'humanité tout entière. C'est au fond la phrase de Montesquieu, si je connais quelque chose qui est mauvais pour l'humanité, je considère que c'est un crime de l'accepter. Eh bien, dans cette vision-là, on imagine la nécessité d'une gouvernance efficace et qui ne soit pas au niveau de l'Europe. L'Europe fabriquée contre l'Amérique ou contre la Chine, c'est pas raisonnable. Je veux bien qu'on construise l'Europe, mais en mettant dès le début cette Europe dans une vision planétaire. Et pour commencer, par exemple, dans une vision méditerranéenne. Et puis très rapidement, dans une vision où l'ensemble de la planète soit représenté. Il y a urgence. Il y a urgence, il faut donc donner des pouvoirs réels à des organismes supranationaux, par exemple l'ONU. Et du coup, j'ai même un projet politique à vous proposer. L'ONU, vous le savez, aurait pu être utile, mais il y a 2 ans, quand il y a eu les phénomènes concernant l'Irak, l'ONU a été réduite au silence par un des États, le plus puissant, qui a prétendu résoudre le problème lui-même tout seul. Ce n'est pas raisonnable. Il fallait que ce soit l'ONU qui intervienne. Alors du coup, on se dit qu'il est temps de redonner puissance à l'ONU. Il faut qu'il y ait véritablement une capacité de décision à ce niveau-là. Comment faire? Bien sûr en parlant, et aussi en prenant quelques mesures symboliques. Et je vais vous en proposer une qui vous fera sourire, mais au fond, pourquoi pas?
Je me suis posé la question, justement à cause des événements d'Irak et de la façon dont l'ONU a été mise finalement hors jeu. Je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que l'ONU est allée s'installer à Manhattan? Ça paraît une drôle d'idée, quand on veut organiser une gouvernance mondiale, d'aller l'installer à côté de Wall Street, le pôle de la finance. C'est quand même pas aux financiers de donner des leçons aux hommes politiques. Et par conséquent, il faudrait peut-être délocaliser l'ONU. Pourquoi pas? Alors je propose à M. Kofi Annan, j'aimerais bien qu'il m'écoute, d'aller s'installer ailleurs. Alors il peut choisir toutes sortes d'endroits. Il y en a un qui me semblerait particulièrement symbolique, c'est Jérusalem. Alors vous imaginez qu'on installe l'ONU à Jérusalem, en demandant aussi bien aux Israéliens qu'aux Palestiniens de se pousser un peu. Pourquoi pas? C'est une terre promise. À qui? À moi. Chacun peut dire ça. Tout être humain peut se sentir chez lui à Jérusalem. Alors, admettons que c'est la terre promise aux hommes, et on essaie de peu à peu imaginer une société des hommes qui soit au service des hommes, pas au service des puissants. Et pour être au service des hommes, il faut les aider à se rencontrer. Pour les aider à se rencontrer, il faut mettre en place un système éducatif qui leur enseigne avant tout l'art de la rencontre. On est loin d'un système éducatif qui prépare la vie active. Quelle horreur! On n'a pas à donner aux enfants le moyen d'être un jour des bons exécutants dans une société qui ne pensera qu'au fric et à la rentabilité. Il faut donner aux enfants le goût de s'insérer dans une société qui ne pense qu'à rendre humains tous les petits hommes. Vous voyez que le projet, au fond, est raisonnable. Il se trouve que c'est la situation actuelle qui est déraisonnable. Il nous faut donc œuvrer à ce que ça change. Pour cela, lutter en permanence contre des réflexes comme le goût de la croissance, contre des réflexes comme le goût de la compétition, sous toutes ses formes, même par exemple dans les jeux, même dans le sport. Il nous faut repenser le sport en disant oui au sport, c'est admirable le sport, à condition que ça ne soit pas une lutte contre l'autre, mais une lutte contre soi grâce à l'autre. Ça s'appelle l'émulation. Voilà le vrai projet, remplacer la compétition par l'émulation. La compétition, c'est se comparer à l'autre en ayant envie de dépasser, mais non, vraiment, pourquoi faire? Alors que l'émulation, c'est se comparer à l'autre, s'apercevoir qu'il fait mieux que moi, donc il va m'aider à faire mieux que moi. C'est cela, l'émulation. C'est cela, disent certains musulmans, le vrai sens de la fameuse guerre sainte. La guerre sainte, me disent les amis musulmans, c'est pas la lutte contre les infidèles, non, c'est la lutte contre soi grâce aux autres. Le djihad, c'est ça. La véritable éducation, c'est l'action qui permet à chaque enfant de sortir de lui-même pour pouvoir rencontrer les autres. Pourquoi pas? Ça suppose qu'au niveau des écoles, on fasse au fond le contraire, en tout cas en France, de ce que nous demande le système éducatif. Mais il va bien falloir changer. Merci. Apporte la télécommande. Tu veux changer de poste? Mais non, mais tu vois bien que la télé marche pour rien. Vas-y, bouge, apporte la télécommande. Mieux consommer, c'est éteindre les lumières et les appareils dès qu'on ne les utilise plus. Vas-y, Boboule, là, pèse sur le bouton, là. Oui, vas-y. Passe ces journées. Oh, c'est pas grave. On t'aime quand même, mon pitou. Non, Boboule. Non, Coco, je panier, Boboule. Non. Pour d'autres trucs et conseils, consultez notre site.
bonsoir. Monsieur Jacquard, on vous écoute, tout le monde, nous sommes édifiés. Vous parliez de la compétition, de la concurrence, de la consommation. Maintenant, ce qu'on voit dans nos régimes politiques, ce sont des économistes, des banquiers. On s'aperçoit qu'on est ni plus ni moins que dirigé par l'économie, la consommation, le but de la consommation. On se demande quelle est la place qui est réservée aux philosophes, aux penseurs dans les sociétés, dans nos gouvernements, et comment voyez-vous que ces gens-là puissent s'intégrer et faire valoir des points comme vous faites valoir ce soir? Moi, je ne vois pas d'autre moyen que la parole, la conviction. À la longue, les états d'esprit changent. À la longue, peu à peu, on pense autrement. Il faut qu'il y ait le réflexe, chaque fois qu'un homme politique nous parle de croissance, lui dire « fiche-nous la paix », on n'y croit pas. Ce n'est pas possible. Et par conséquent, il faut trouver d'autres solutions. Dire aux hommes politiques, la croissance est l'équivalent d'une drogue. Il paraît que la drogue, la première fois, ça fait du bien. Je n'ai pas essayé, mais j'imagine qu'une bonne piqûre, ça fait du bien. La deuxième fois, ça fait encore du bien. Et peu à peu, on s'enfonce dans l'horreur. Eh bien, c'est ça, la croissance. C'est se précipiter dans une impasse. Il faut le dire et le redire à nos hommes politiques. C'est long. Personnellement, je vais, par exemple, à propos du référendum sur la Constitution, dire non, justement à cause des références à la compétition et à la croissance. À force de dire non, on finit par convaincre. Vous savez, il y a une parole merveilleuse, c'est la première phrase de l'évangile de Saint Jean. Au commencement était le Verbe. Au commencement était la parole. Pour commencer toute chose, il faut une parole. Pourquoi? Parce qu'une parole, c'est le prototype même de la rencontre. Pour qu'une parole existe, il ne faut pas seulement qu'il y ait quelqu'un qui la prononce, il faut qu'il y ait aussi quelqu'un qui l'entende. Une parole, ça se fait à deux. Eh bien, il nous faut, par la parole, peu à peu convaincre. Ça viendra. Du coup, il ne faut pas croire que ça va se faire facilement. Il faut tous être volontaristes en luttant contre la compétition, en particulier dans le sport. Et bien souvent, on me dit, mais le sport, par définition, est compétitif. Ce n'est pas exact. On peut imaginer un sport sans compétition. Et dans mes bouquins, je cite deux exemples que j'ai trouvés en Afrique. Une tribu africaine, je ne sais plus laquelle, qui est passionnée par le foot et qui a ajouté une règle. Chaque fois qu'un joueur d'une équipe marque un but, il passe dans l'équipe d'en face, en échange d'un autre. Si bien que l'équipe de Châteauguay contre l'équipe de Paris Saint-Germain, eh bien, au bout d'un quart d'heure, la moitié des équipes ont été changées, et du coup, la partie devient intéressante, puisque les équipes sont à égalité. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. L'autre exemple, c'est une équipe de rugby à Dakar, qui a pris pour nom « S'en fout le score ». Le score, ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils aiment, c'est marquer des essais. Et c'est vrai que c'est joli un essai, mais on ne va pas les compter. On s'en fiche du score. On est là pour bien s'amuser et pour marquer de beaux essais. Et par conséquent, vive le sport sans compétition. J'ai essayé d'en convaincre le patron du CIO, des Jeux Olympiques. Il n'a pas été vraiment convaincu. On a eu une conversation de 20 minutes et je lui ai promis de faire brûler tous les podiums s'il venait à Paris. Mais il m'a dit que c'était utile d'avoir des podiums. Je lui ai répondu que ça servait vraiment à rien et qu'il fallait aussi supprimer les médailles et puis les hymnes nationaux et surtout les drapeaux. Qu'est-ce que les drapeaux, qu'est-ce que la Marseillaise vient faire quand un joueur qui est, paraît-il, français ou un coureur qui est, paraît-il, français court plus vite qu'un autre? C'est simplement un humain qui s'est dépassé. C'est ça qui m'intéresse. Bonsoir, Vincent François du Parti vert du Québec. J'ai une question sur le temps qui nous reste pour faire les changements que vous proposez.
L'ONU à Jérusalem, par exemple, le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est 80% des marchands d'armes du monde. La parole, c'est les médias, c'est des marchands de canons en France, c'est d'autres financiers ici. Le pétrole, on aurait dépassé le pic de Huber et donc on aurait actuellement, on consomme plus de pétrole qu'on en découvre. Est-ce qu'on va avoir le temps de mettre en place les outils de correction tous ensemble, ou plus ou moins tous ensemble, pour donner un espoir de continuer l'histoire humaine? Il est difficile d'être optimiste. En effet, vous mettez l'accent sur le vrai problème, c'est qu'il y a urgence. On n'a pas des siècles à attendre. Pour le pétrole, c'est fini dans un siècle ou deux au maximum, mais pour l'état de l'atmosphère, c'est dès maintenant qu'il faudrait agir. Et même si on en croit Hubert Reeves, c'est déjà trop tard dans certaines conditions. Et par conséquent, l'urgence est là, et cette urgence, elle n'est pas ressentie par les hommes politiques. Donc il faut parler, parler, parler. Je n'ai pas d'autre solution. Faire une révolution par la parole. Ce qui s'est passé dans certains pays, comme l'Ukraine récemment, comme la Géorgie l'année d'avant, montre qu'il peut y avoir des révolutions avec des fleurs, sans victimes. Mais il faudrait une révolution qui élimine tous les tenants de la croissance et de la compétition. Je ne vous demande pas qu'on leur coupe la tête. C'est pas ce que nous avons fait de mieux, nous les maudits Français, que de couper la tête de Louis XVI, j'en suis bien conscient. Mais il ne s'agit pas de couper des têtes, il s'agit de changer les mentalités. Changer les mentalités, ça se fait essentiellement à l'école. Par conséquent, c'est aux profs qui sont là de se sentir dans les tranchées, en première ligne, pour changer le cap de notre société. Certaines sociétés africaines le savent déjà, mais ils n'ont aucun pouvoir. Vous parlez de... je suis Martin Gagnon de Châteauguay, donc je suis à l'école ici. Puis je suis dans le programme international. Et je remarque quelque chose, c'est qu'on est en train de prendre un peu un mauvais cap par rapport à l'histoire de l'art, la musique, puis toutes les affaires par rapport à l'art. On est en train de faire disparaître ça des écoles. Où c'est que vous vous placez par rapport à ça? Est-ce que l'art n'est pas justement un moyen de communiquer, de rencontrer? Je dis souvent à mes élèves, si vous allez à Rome un jour, allez dans une église qui n'est pas très jolie, qui s'appelle Saint-Pierre-aux-Liens. Et dans cette église, il y a une statue fabuleuse. C'est le Moïse de Michel-Ange. Je ne sais pas si vous voyez cette statue. Michel-Ange vient de descendre du Sinaï. Il est encore marqué, pas Michel-Ange, Moïse vient de descendre du Sinaï. Il est marqué par sa rencontre de Dieu. Et Michel-Ange a été capable d'en faire une statue. Et ce qui se passe quand vous allez là, c'est une rencontre de trois individus, trois êtres humains, Moïse, Michel-Ange, Albert Jacquard. Ils ont des choses à se dire. C'est fou ce que me dit Moïse, c'est fou ce que me dit Michel-Ange. Ce sont des êtres humains comme moi. On se rencontre grâce à Michel-Ange. Eh bien, il faut présenter l'art comme un moyen de rencontre, à égalité, bien sûr, avec les mathématiques, avec la lecture, avec l'écriture, etc. Chaque fois qu'on a affaire à un moyen de communiquer, une émotion en particulier, par exemple avec l'art, avec la musique, tout est bon pour rencontrer. Tout tient dans la finalité. Alors, quand les programmes scolaires, par exemple, éliminent l'art au profit de ce qui est plus efficace, je crois qu'ils emploient un langage qui ne devrait pas pénétrer à l'école. Le langage de l'économie, le langage des entreprises qui ont à produire et à faire des bénéfices, est un langage qui ne doit pas pénétrer à l'école. À l'école, rien n'est rentable, pas plus que dans les hôpitaux. Dans le système éducatif, comme dans le système sanitaire, jamais on ne doit parler de rentabilité. Dans le système éducatif, c'est jamais rentable de soigner un vieillard. On va le faire durer, il va coûter très cher.
Par conséquent, la notion de rentabilité ne doit pas pénétrer à l'hôpital. Elle ne doit pas non plus pénétrer à l'école. Et il faut le dire et le redire à nos hommes politiques. Ce que ça coûte, eh bien, c'est ce que ça doit coûter, point. Comment le financer? C'est au ministre des Finances de s'en débrouiller. Mais le ministre de l'Éducation, lui, il a en charge l'éducation des enfants. Il n'a pas en charge la rentabilité du système. Le système éducatif ne doit pas être rentable. Il coûte beaucoup, mais il ne rapporte rien. Exactement comme le système sanitaire. Il faut complètement évacuer les réflexes économiques, ou économistes, je dirais, des réflexions concernant l'école. C'est pourquoi je bondis contre l'expression « vous allez à l'école pour préparer la vie active ». Ça n'est pas vrai. Ils vont à l'école pour vivre leur vie active. Ils vivent même la période la plus active de leur vie. Un enfant de 10 ans, de 15 ans, a une activité extraordinaire, plus que celle qu'il aura à 40 ans. Par conséquent, il n'est pas là à préparer, il est à vivre, à entrer en humanité, à construire l'humanité avec ses copains. C'est ça qui est important. Claude Boileau. Moi, je reviens au thème de la rencontre, le pouvoir de changer le monde. Quand on veut faire quelque chose à ce niveau-là, parce que ça nous concerne tous, je veux dire, on est impressionné par la grandeur de la tâche puis nos faibles moyens. Et pourtant, ben, c'est à chacun de nous, je pense, de faire quelque chose. Alors, la difficulté, c'est de communiquer de l'information, mais sans écraser les gens à qui on communique l'information pour essayer de les stimuler. Alors ça, c'est pas toujours facile. Et quand on dit aussi que c'est, je veux dire, vous disiez tantôt, c'est pas facile d'être optimiste, mais malgré tout, il faut l'être aussi. Puis juste une autre chose que je voulais dire, c'est que aussi, il faut changer les mentalités à l'école, mais à l'école, si la situation est urgente, on ne peut pas compter seulement que sur les enfants. Il faut aussi que la génération actuelle prenne ses responsabilités puis change les choses dès maintenant, je pense. Oui, on ne sait pas par où commencer. Il se trouve que dans un pays comme le canton de Vaud, en Suisse, il y a quelques années, on a pris la décision de supprimer les notes à l'école. À mon avis, on avait bien raison, car les notes sont un moyen très souterrain pour faire pénétrer l'idée qu'il y a un palmarès et qu'il y a une compétition. Car celui qui a 9 a une meilleure note que celui qui a 2. Et par conséquent, tous les enfants prennent ça comme une compétition. Donc si on veut supprimer l'état d'esprit de compétition, le remplacer par l'émulation, il faut évidemment supprimer les notes. Mais ce sont les parents d'élèves du canton de Vaud qui ont demandé qu'on rétablisse les notes. Et le gouvernement du canton va obéir aux parents. Je crois que ce sont les parents qui ont tort. Parce que, finalement, une note est un aveu au fond, de stupidité. Je suis devant une copie, je suis devant un examen. Il y a des quantités de caractéristiques de cette copie. Je peux dire que ceci est bien, ceci est mal. Mais résumer une copie ou un examen par un nombre, c'est l'unidimensionnaliser. Et par conséquent, c'est la trahir. Et par conséquent, tout prof qui se permet de donner une note est un prof qui, d'une certaine façon, trahit son métier. C'est grave de dire des choses pareilles. Mais j'ai eu le plaisir tout à l'heure de rencontrer quelqu'un qui m'a dit avoir été, il y a 20 ans, mon élève en première année de médecine à Paris. Et effectivement, j'avais été tellement écœuré que j'avais finalement supprimé les notes. J'ai refusé de donner des notes. Et naturellement, j'ai été très mal vu par mes chers collègues. Mais comment vouliez-vous que je réponde à la question idiote, ces hommes et ces filles de 20 ans, lesquels sont dignes ou pas de devenir médecins? Je ne pouvais pas le savoir. Et ce n'est pas parce qu'ils avaient fait une bonne copie qu'ils étaient meilleurs que les autres. Et par conséquent, il faut lutter contre le principe des notes. Et ça ne va pas être facile, parce qu'il faut convaincre non seulement les enfants, ils se laisseront faire facilement, mais surtout les parents. Mais on ne peut pas souhaiter d'avoir des écoles seulement pour des orphelins.
C'est pas facile à dire. Je suis dépendante. On en fait presque à chaque jour. Je suis complètement accro. Moi aussi. À la musique. 3 jours pas de cinéma, je suis en manque. Je peux plus me passer de mes chums. Il me faut ma dose de sport à chaque semaine. Comédie, horreur, rock, du techno, du... Ça me fait vraiment du bien. Parlons-en. Y a pas de honte à triper sans alcool, sans drogue, sans jeu. Je peux-tu savoir pourquoi j'ai ça d'en face? Bon, merci. Notre planète est unique et notre espèce l'est également. Nous sommes la seule espèce sur la Terre qui néglige le milieu dans lequel elle évolue. Nous avons graduellement oublié la nécessité du respect. Voilà pourquoi la Fondation québécoise en environnement s'est donnée comme mission de changer les comportements à l'égard de notre milieu grâce à l'information et l'éducation. Nous sommes sur la voie du changement. Eh bien, devenez membre, s'il vous plaît, de la Fondation québécoise en composant le 1-800-361-2503. Peuvent tout changer parce que si on regarde au niveau de la base, nous, là, nos changements sont plutôt limités. Si on regarde la grosseur des voitures, la grosseur des maisons, tout est plus gros, tout est plus... la consommation est extrême. Alors, comment, oui, les élus peuvent exercer un certain contrôle à notre égard puis dire, bon, ben, on va taxer davantage les sports utilitaires, mais à part du contrôle, comment vraiment sensibiliser les gens à changer concrètement? Si on en croit Hubert Reeves, c'est effectivement un peu trop tard pour lutter contre la pollution. Même si aujourd'hui on n'en rajoutait plus de pollution, eh bien il y a des processus qui ont commencé à se mettre en place et qui vont continuer à durer. Raison de plus pour tirer la sonnette d'alarme quand même. Je ne vois pas d'autre solution que de pousser des cris, en particulier contre l'excès du camionnage. Dans un pays comme chez nous, c'est monstrueux de laisser des voies ferrées inutilisées et de voir des quantités de camions qui polluent, qui créent des accidents. Enfin, c'est ridicule. Mais il y a comme ceci un certain nombre de mesures qu'on pourrait prendre. Par exemple, dans mon pays, en France, il y a de beaux paysages qui sont complètement abîmés par l'excès de la publicité. Vous allez d'un endroit à l'autre, vous ne voyez que des panneaux d'affichage. Eh bien, lutter contre l'excès de publicité le long des routes, c'est facile. Il suffirait d'une loi très simple. Et d'ailleurs, c'est une loi qui existe en Suisse. Elle n'existe pas en France. Ça prouve une démission actuelle du pouvoir politique devant le pouvoir de l'argent. Ben, il faut leur dire non. En tant que citoyen, je dis non. Au fond, le seul moyen de créer un changement, c'est par le contrôle, parce que c'est un peu... c'est par les lois, si je comprends bien, qu'on peut venir à changer, et pas autrement. Il demande, monsieur, est-ce que c'est simplement par le contrôle qu'on peut arriver à changer les choses? Normalement, dans nos démocraties, on peut changer les choses en votant pour ceux qui ont un programme qu'on aime mieux. Je vais avoir à voter oui ou non pour la Constitution. Il y a des quantités de choses bonnes dans cette Constitution. Mais à cause de certaines références, en particulier à la compétition, je voterai non. Et en votant non, j'ai l'impression que j'oblige les hommes politiques à bouger un petit peu. Donc, ce non que je propose, et qui va être probablement suivi par au moins 50% des Français, eh bien, il va avoir des conséquences dans tous les domaines sur la politique. Profitons de ce que nous sommes dans des démocraties pour oser lutter et parler. Merci. M. Jacquard, on a une question ici. Merci. Bonsoir, mon nom est Guy-Serge Côté. Une question, puis un bref commentaire. Est-ce que c'est possible dans l'univers de Jacques Jacquard de parler de saine compétition? Et je m'explique un peu. Vous prônez la révolution des idées par la parole. Le système de la démocratie aujourd'hui prône la diversité au niveau des opinions. Le fait que vous allez voter non à la Constitution d'Europe lors du référendum en France ne prouve pas qu'à travers la démocratie, à travers le choc des idées, la compétition au niveau des idées, qu'un être humain peut s'exprimer et favoriser. Et c'est aussi le choc des idées ou la compétition au niveau des idées aussi
est à la base la complexité de l'être humain et des systèmes sociaux. Parce que c'est un peu jeter, comme on dit ici, jeter un peu le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire de mettre carrément la concurrence à côté. Est-ce qu'il n'y a pas un danger là? Tout dépend de la finalité. Tout naturellement, on court tous les deux. Moi, je ferai mon maximum pour arriver avant vous, mais je serai très content d'arriver après vous si j'ai dépassé le record d'Albert Jacquard. C'est ça qui m'intéresse. Finalement, la vraie satisfaction, elle est de s'améliorer soi. Mais qu'est-ce que ça peut me faire de courir plus vite que vous, en fait? Il faut que je vous considère comme celui qui va m'aider à courir plus vite que moi. Et du coup, ça s'appelle l'émulation. La différence entre compétition et émulation, ce n'est pas l'attitude immédiate, c'est la finalité que l'on accepte, que l'on cherche. Ma finalité, finalement, c'est de m'améliorer et non pas de vous dépasser. Ça semble clair, c'est ça qu'il faut dire aux enfants. C'est bien. Monsieur Jacquard, êtes-vous bon pour encore 2 questions? Oui? C'est bon? Est-ce que vous pouvez parler fort, madame, dans le micro, s'il vous plaît? 1, 2, 1, 2. Merci. Monsieur Jacquard, j'ai décidé de venir au micro pour entrer en contact avec vous afin d'augmenter ma complexité. Ma question est la suivante. J'aimerais savoir, vous parlez beaucoup de lucidité, mais pour moi, lucidité fait référence un peu à désespoir. Alors, quelqu'un qui est très lucide dans cette société, comment fait-il pour être optimiste? Je ne crois pas qu'il faille proposer d'être optimiste. L'optimiste risque de se dire ça va s'arranger. Or, ce n'est pas du tout évident que les choses s'arrangent. Donc il faut, et c'est pas facile, mais c'est nécessaire, il faut être volontariste. Il faut se dire ça dépend de moi. Pas énormément, un tout petit peu, mais nous sommes 6 milliards, peut-être, à finalement le vouloir. Et par conséquent, on va peut-être y arriver. Mais il ne faut pas être optimiste, non. Il faut vouloir que ça change. Il faut le dire et le répéter. Et en particulier, les enseignants ont la possibilité de se faire entendre d'une vingtaine, d'une trentaine de jeunes. Et il faut leur dire. Ce soir, nous sommes 400, 500, à peu près convaincus. Si chacun, demain, parle à 20 personnes, ça fait boule de neige assez rapidement. Donc c'est la seule issue que je trouve dans le besoin de changer, c'est d'enseigner, de parler. Finalement, c'est des gens qui ont parlé, qui ont changé le monde. Mais malheureusement, en général, il a fallu quelques siècles avant qu'on les entende. Et comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, aujourd'hui, il y a urgence. On ne peut pas attendre plusieurs siècles. Ce qui me rend, comme vous, un petit peu inquiet. Inquiet, ça ne veut pas dire pessimiste. Réaliste? Elle a dit réaliste. Réaliste. Monsieur? Oui. Parlez fort, s'il vous plaît. Oui, Roger Gingras, Châteauguay. En fait, ma question complète un peu ce que la dame vient de dire. Hubert Reeves, quand il est venu à Châteauguay, il se décrivait comme un optimiste, mais un optimiste volontaire. Alors, ça répond, vous avez déjà répondu un peu à cette question-là, en étant un optimiste, mais un optimiste volontaire. Moi, je dis je suis un volontariste optimiste. Un peu optimiste. Optimiste. On ne va pas se battre. En fait, ma question, c'est concernant les... il y a quand même, je pense, un peu d'optimisme à considérer. Vous avez mentionné qu'il y a 400 personnes ici. Il y a quand même, je vois un changement dernièrement avec les mouvements comme Alter-Mondialisation, la société civile. On a vu une expérience à Châteauguay dans la région avec la centrale thermique, où il y a eu une décision que la société civile a renversé une décision gouvernementale de ne pas avoir de thermique. Alors ma question, c'est comment voyez-vous cet espoir-là? Est-ce qu'il y a espoir avec la société civile et les mouvements comme Alter-Mondialisation, qui est de plus en plus fort depuis quelques années, que ce soit en Ukraine ou dans d'autres pays? Voilà. Société civile, tout le monde. C'est autant que je peux d'aider ceux qui luttent, quelquefois en se mettant dans l'illégalité.
Vous avez sans doute entendu parler de José Bové, qui s'est mis dans l'illégalité en fauchant des OGM qui avaient été transformés. Je fais partie de ceux qui se mettent d'accord, qui affichent leur accord avec José Bové. Il faut savoir de temps en temps se mettre dans l'illégalité. Pas trop, mais cela fait partie du jeu que j'essaie de jouer en France, c'est d'être de temps en temps celui qui affiche sa capacité à être dans l'illégalité. Par exemple, en squattant des appartements vides et en y installant des familles qui sont mal logées. Bien sûr, on commet un crime contre la propriété, mais il faut choisir entre le droit de propriété et le droit au logement. Et quand le droit de propriété est exercé par des grandes compagnies qui ne pensent qu'à gagner de l'argent et que le droit au logement est dénié à des familles avec des enfants, bien je me mets du côté de l'illégalité. Ça fait partie peut-être du rôle des volontaristes que j'évoquais, ceux qui savent dire non. Et de temps en temps, bien sûr, ça peut être excessif, mais oui, il faut vraiment dire non au nom de la légitimité, donc au nom du respect. Je crois qu'il y a encore une question. Oui, je voulais vous demander, vous parlez de révolution par la parole, de changement des idéologies. Est-ce que vous voulez dire de changer les systèmes politiques qu'on a en ce moment ou plutôt d'en apporter de nouveaux? Non, je crois que nous sommes en démocratie, aussi bien vous que nous. Par conséquent, il faut utiliser le système politique tel qu'il est monté, mais il faut savoir de temps en temps dire non à ceux qui nous leurrent. Peut-être qu'ils sont de bonne foi, mais quand ils nous parlent, par exemple, de compétition ou de croissance, il faut leur dire non. Non, ça ne m'intéresse pas. Parce que ce que vous faites est finalement un manque de respect envers ceux qui vont venir occuper la planète, qui ne sont pas encore nés. Du coup, j'aimerais terminer sur cette notion de respect en rappelant que cet après-midi, j'ai visité un lieu où le respect est évident. On respecte les oiseaux, on respecte toutes ces petites bêtes, on respecte même la nature dans ce qu'elle a apparemment quelquefois de triste. Par exemple, des arbres qui meurent, qui pourrissent. Et je faisais remarquer à mon voisin tout à l'heure, quand on visitait cette île Saint-Bernard, je faisais remarquer que effectivement, un arbre qui est en train de mourir, c'est un peu triste. Et il m'a répondu, oui, mais derrière cet arbre qui meurt, il y a des quantités de petites bêtes qui sont en train de vivre. Il y a toute une vie qui est là. Et par conséquent, la mort est provisoire. Et nous sommes dans un monde qu'il faut respecter, car il contient de plus en plus d'êtres qui vivent. Et du coup, on comprend qu'en respectant tout ce qui se passe dans cette île merveilleuse, eh bien, ce qu'on respecte, ce n'est pas seulement des bêtes ou des plantes, mais c'est les enfants qui viendront s'y promener dans un siècle ou dans 10 siècles, c'est à condition qu'on n'ait pas tout abîmé. Voilà finalement le mot de la fin, le mot respect, respect des êtres humains, tous, et par conséquent, respect de la planète, non pas pour ce qu'elle est, mais par le fait même qu'elle va être le lieu où vivront ceux que nous respectons, nos descendants. Merci. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, M. Jacquard. C'était un plaisir. Et je pense que on va inviter M. Jacquard l'année prochaine. Bonne soirée.